Alors comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, likez et surtout partagez, c'est le meilleur moyen de diffuser ces vidéos. Dans la dernière vidéo de cours, nous avons terminé sur les plateaux théoriques et je vous ai montré une figure qui ressemble à celle-ci. Vous vous souvenez? Eh bien, oubliez, la vérité est ailleurs. Et pour comprendre pourquoi, nous allons ici nous intéresser plus en détail à ce qui se passe dans la colonne, à l'intérieur de la colonne, notamment une fois qu'on y a introduit le liquide et que celui-ci s'y est vaporisé. Cette vidéo sera donc essentiellement en deux parties. La première partie consacrée à la structure physique de la colonne et une deuxième partie dans laquelle on caractérisera de manière un petit peu plus précise ce qui se passe à l'intérieur de la colonne lorsque celle-ci est en fonctionnement, est en production. Et on commence tout de suite avec la structure physique de la colonne. Donc je vous rappelle que le système de distillation contient une colonne. En bas, on a généralement un pied de colonne, une zone de stockage et puis un bouilleur, ici. Et en haut, on va avoir le condenseur. Voilà, donc ça, c'est les éléments qui sont connexes. Et là, on va s'intéresser à la colonne elle-même. Donc la colonne est en général constituée d'un tube, d'un grand tube vertical de forme cylindrique. Et ce tube peut être déjà de différents matériaux. Donc les deux matériaux, on va dire, les plus utilisés pour les colonnes de distillation, ça va être d'une part donc l'acier inox et deuxièmement le verre. Alors, le choix en fait entre les matériaux de fabrication de la colonne va être guidé par différentes contraintes. On va avoir notamment, donc dans les choses qui vont rentrer en ligne de compte, eh bien, en premier lieu évidemment le coût du matériau, donc du verre ou de l'acier inox. On va également avoir une dépendance à la résistance chimique, puisqu'en fait il va falloir choisir le matériau de façon à ce qu'il ne soit pas attaqué ou qu'il ne vienne pas polluer en fait les liquides qui se trouvent dans la colonne. Notamment, par exemple, si on pratique une distillation sur quelque chose qui va être acide, eh bien, un acier inox pourra éventuellement libérer des ions métalliques qui viendront du coup polluer le liquide. Donc le matériau doit également être résistant d'un point de vue thermique dans la gamme de températures utilisée. Le verre, par exemple, est un matériau qui supporte assez mal les fluctuations brutales de température. Donc si on a dans la colonne, à un moment donné, la possibilité qu'il y ait une forte fluctuation de température, eh bien on va peut-être plutôt utiliser un matériau acier inox qu'un matériau verre, par exemple. Maintenant, il y a d'autres cas de figure dans lesquels on utilisera plutôt le verre. Ça dépendra donc de ces différents facteurs. On a également donc la possibilité de calorifuger plus ou moins la colonne lors de son utilisation, de façon à éviter les pertes thermiques. Alors sachant que, vous vous souvenez, on a un gradient de température le long de la colonne, donc le fait de calorifuger ou non va impacter directement le gradient de température qu'on va pouvoir avoir dans la colonne ici. Donc ce sera un choix à faire en fonction du cahier des charges. On peut également envisager de mettre des corps de chauffe de manière plus ou moins régulière sur la colonne de façon à ajuster la température au mieux par rapport à ce qu'on s'est fixé comme objectif de fonctionnement de la colonne. Alors cette colonne, une fois qu'on a choisi le corps de la colonne, on va devoir choisir ce qu'on le met à l'intérieur. Donc une première forme possible de colonne, c'est celle dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est la colonne à plateau. Donc à ce moment-là, la colonne va être structurée avec des plateaux. Chaque plateau sera équipé de dispositifs permettant un flux de vapeur vers le haut et également un flux de liquide vers le bas de la colonne. Alors les plateaux peuvent être de différentes formes. On peut avoir des plateaux à cloche. Donc ça, c'est le type de plateau que je vous avais présenté notamment sur le pilote 14. On a des plateaux à cloche. Ce sont des plateaux dans lesquels la vapeur est contrainte d'aller barboter dans la couche de liquide qui surmonte le plateau. Et puis on a une sortie qui se fait sur le côté, donc une descente par des petits tubes sur le côté du plateau pour le liquide. Voilà. Alors dans le même ordre d'idée, on a également des plateaux à clapet. Alors les clapets en fait empêchent le liquide de redescendre au niveau des orifices du plateau. Par contre, la vapeur qui monte, elle, va pouvoir pousser en fait par une petite surpression les clapets vers le haut et donc va pouvoir soulever le liquide et passer dans le liquide depuis les clapets vers le compartiment qui contient la vapeur dans le niveau dans lequel elle arrive. Donc les clapets, eux, sont là pour empêcher le liquide de redescendre en fait par les orifices du plateau et le liquide est contraint de descendre par les tubes prévus à cet effet sur chacun des plateaux. Enfin, un troisième type de plateau classiquement utilisé sont les plateaux perforés, tout simplement.
Donc dans ce type de plateau, on a juste des trous, on n'a ni cloche ni clapet. Le contrôle en fait de quel fluide passe à quel endroit se fait grâce au débit de vapeur qui monte, qui du coup occupe les orifices et donc oblige d'une certaine façon le liquide à redescendre par les tubes qui sont prévus pour la descente de liquide. Alors une organisation en plateau paraît relativement naturelle compte tenu de la façon dont je vous ai présenté la distillation dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a raisonné en termes de compartiments. Un compartiment étant un lieu dans lequel s'établissait un équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur. Simplement, eh bien, les colonnes de distillation ne sont pas nécessairement structurées en plateau. On a également d'autres types de colonnes qu'on appelle des colonnes à garniture. Oui, alors non, pas ce genre de garniture-là, plutôt ce genre de garniture-là. Dans une colonne à garniture, en fait, on a le corps de colonne, hein, comme tout à l'heure. Et puis, on va avoir des endroits dans lesquels on va avoir des supports, ici, donc qui vont délimiter certaines zones dans la colonne, donc c'est les zones qui vont contenir la garniture. Donc ces délimitations laissent passer la vapeur et le liquide. Et puis entre ces zones, eh bien, on va avoir du coup cette fameuse garniture qui va être compactée. Alors cette garniture, elle a vocation en fait à héberger la phase liquide et à permettre l'équilibration de la phase liquide avec la phase gazeuse localement dans un point de la colonne. Ensuite, une fois que l'équilibre s'est établi, eh bien, le surplus de condensat qui est présent sur la garniture et qui y adhère par capillarité, en fait, eh bien, simplement tombe dans la colonne tandis que la vapeur continue de monter. Donc on n'a plus de lame de liquide présente dans la colonne comme on l'avait dans le cas des plateaux. Ici, on va simplement avoir du liquide qui est condensé en partie sur la garniture et à côté de ça, de la vapeur qui circule. Alors, une grosse différence des colonnes garnies par rapport aux colonnes à plateau, c'est qu'on ne va plus raisonner en compartiment dans la colonne, on va raisonner en fines tranches. Autrement dit, les propriétés, c'est-à-dire la température et les compositions des phases liquides et phases vapeur dans la colonne seront dépendantes de la tranche dans laquelle on va regarder. Donc ici, on va avoir une fine tranche. À l'intérieur de cette tranche, on aura une composition de la phase liquide et de la phase vapeur, ainsi qu'une valeur de température qui seront à peu près homogènes. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes valeurs sur la périphérie de la colonne par rapport à ce qui se trouve au milieu, mais on peut supposer que dans un premier temps, on a à peu près la même chose. Par contre, dès qu'on déplace la tranche verticalement, eh bien là, on va voir varier en fait la température et les compositions des phases liquides et vapeur. Et en fait, on va ainsi, dans ce type de colonne, avoir une évolution continue de la température et des compositions des phases tout au long de la colonne. C'est-à-dire qu'on va démarrer tout en bas avec la composition bouilleur et ensuite plus on va monter et plus les points de fonctionnement vont se déplacer vers la composition qui correspond à des phases qui sont riches en composés volatiles. Autrement dit, si on représente le diagramme binaire, donc là j'ai mis un diagramme hypothétique fictif du mélange qui est en train d'être distillé dans la colonne. Donc dans le cas d'une colonne à plateau, ce qu'on avait vu c'était qu'on allait avoir deux points caractéristiques sur la courbe d'ébullition et la courbe de rosée qui allaient représenter les points de fonctionnement de la phase liquide et de la phase vapeur sur un plateau, et que lorsqu'on passait au plateau suivant, eh bien on allait trouver deux autres points qui allaient caractériser la phase liquide et la phase vapeur pour ce second plateau, et ainsi de suite. Dans le cas de la colonne garnie, on n'a pas ce schéma puisqu'en fait on va avoir une continuité dans la composition des phases le long de la colonne. Autrement dit, on va avoir ici un début de fonctionnement qui sera ici, et ensuite, de manière continue, quand on va monter dans la colonne, eh bien, on va pouvoir obtenir n'importe laquelle des compositions qui se trouvent entre les points de début de colonne et les points de fin de colonne. Alors il existe différents types de garnitures pour ces colonnes avec différentes caractéristiques qui marchent bien sur certains types de composés, moins sur d'autres. Donc ça rentre dans le domaine d'expertise des concepteurs des colonnes. On va par exemple avoir des selles de Berle, on va aussi avoir des anneaux Rachi, ça sont les classiques. On peut également avoir des garnitures structurées en verre, en métal, en composés polymères. Voilà, donc je vous ai mis ici quelques exemples. Il en existe beaucoup de formes différentes et puis vous en rencontrerez probablement d'autres que je ne vous ai pas mentionné ici dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors, à côté de ces deux grands classiques que je vous ai indiqués ici, donc la colonne à plateau et la colonne garnie, il existe un troisième type de colonne que vous avez pu être amené à manipuler, qui est la colonne de Vigreux, qui est une colonne en verre équipée de pointes et qui est particulièrement utilisée dans le milieu de la chimie de laboratoire. Voilà, donc en fait, cette colonne, finalement, elle ressemble
beaucoup à ce qu'on a dans le cadre des colonnes garnies. Simplement, au lieu d'avoir une garniture explicite dans la colonne, eh bien, ce sont ces petites pointes en verre qui jouent le rôle de la garniture et qui permettent d'accueillir le condensat au fur et à mesure qu'on monte dans la colonne. Alors voilà pour la structure physique des colonnes. Évidemment, on n'a pas fait le tour de tout ce qui existe. Je n'avais pas pour ambition de vous faire une vidéo catalogue de toutes les techniques qui ont été utilisées pour concevoir des colonnes de distillation. Et de toute façon, je pense que j'en serais bien incapable, étant donné qu'il existe de nombreuses variantes. En revanche, avec ce que vous avez ici comme élément de base, vous devriez être à même de comprendre comment est structurée à peu près n'importe quelle colonne sur laquelle vous êtes susceptible de travailler dans le futur. Donc là, vous êtes prêts, vous avez structuré physiquement votre colonne, vous disposez du mélange à distiller, vous remplissez le pied de colonne avec votre mélange et maintenant, il n'y a plus qu'à balancer la sauce. Et c'est parti. Donc vous alimentez le condenseur, puis vous alimentez le bouilleur, toujours le refroidisseur avant le bouilleur, et vous attendez maintenant que la distillation démarre, se mette progressivement en place et atteigne un régime stationnaire. Et là, il va falloir faire preuve d'un petit peu de doigté. Parce que ce n'est pas parce que vous avez choisi votre matériel et que vous avez alimenté le condenseur et le bouilleur en fluide caloporteur que vous allez forcément obtenir une bonne distillation. Donc premier cas de figure, vous avez sous-alimenté le bouilleur. Donc vous allez réussir à vaporiser une partie du mélange, le mélange va monter dans la colonne et puis au bout de quelques étages, eh bien vous n'allez plus rien voir. Simplement la totalité de la vapeur que vous avez envoyée dans la colonne condense et toute l'énergie qu'elle avait emmagasinée sous forme d'énergie thermique lors de l'ébullition en fait est progressivement dissipée à travers les parois de la colonne. Donc évidemment là vous avez un cas de figure où il va falloir augmenter la puissance du bouilleur pour permettre à la vapeur de monter au moins jusqu'en haut de la colonne. Maintenant vous alimentez votre bouilleur, donc fort de votre expérience vous mettez beaucoup plus fort et là vous observez un autre phénomène. C'est-à-dire que la vaporisation est tellement intense que la vapeur monte dans la colonne et elle monte tellement vite et avec tellement de débit qu'en fait elle empêche le liquide de redescendre. Conséquence, vous avez une accumulation de liquide dans la colonne et la vapeur, elle, essaie de continuer de monter et pousse ce liquide vers le haut. Ce phénomène est ce qu'on appelle de l'engorgement et ça génère une surpression en bas de la colonne par rapport au haut de la colonne, ce qu'il faut évidemment éviter. Donc, dans ce genre de circonstances, votre réflexe, ça va être de diminuer le chauffage du bouilleur. Alors, entre ces deux cas de figure extrêmes, donc le fonctionnement normal et le fonctionnement dans lequel on a engorgement de la colonne, on a également un troisième régime intermédiaire qui se caractérise pas encore par un engorgement, mais par le fait que le débit de vapeur est trop important, auquel cas en fait la vapeur, lorsqu'elle passe en fait dans les couches de liquide, va emmener des gouttelettes de liquide vers le haut de la colonne. Donc là, on n'aura pas d'équilibration calme et tranquille des deux phases. On va avoir un régime qui va être très turbulent et dans lequel l'échange en fait qui doit se faire normalement sur chaque plateau entre la vapeur et le liquide n'aura pas le temps de se faire, ce qui fait qu'on va récupérer dans ce cas de figure, en tête de colonne, un mélange qui sera beaucoup trop riche en composés peu volatiles par rapport à ce qu'on pourrait normalement obtenir dans la colonne. Donc ce phénomène d'entraînement des gouttelettes de vapeur, c'est ce qu'on appelle le primage. Alors, à contrario, dernier cas de figure que je vais vous présenter ici de problème de fonctionnement de la colonne, c'est celui du pleurage cette fois-ci. Donc le pleurage, ça peut se produire notamment par exemple si vous avez une panne du bouilleur, auquel cas la vapeur, le débit de vapeur chute relativement vite et vous risquez dans certains types de colonnes d'avoir en fait du liquide qui redescend dans la colonne non plus par les tubes prévus à cet effet, mais par les orifices des plateaux. Et c'est quelque chose qui va également réduire la qualité de la distillation. Alors, après ces quelques ratés de débutants, vous avez acquis de l'expérience et vous avez maintenant les compétences qu'il faut pour réussir à amener la colonne jusqu'à son régime de production. Donc, dans un premier temps, stabiliser la colonne en reflux total et puis ensuite commencer la collecte de distillat tout en respectant le cahier des charges qui vous a été fixé.
Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans la colonne lorsque l'on a mis celle-ci en production comme on vient de le décrire? Alors, ce qui se passe, c'est que puisqu'on a mis la colonne en production, autrement dit, on prélève du distillat à la sortie du condenseur, eh bien, on a forcément plus de flux de matière qui monte dans la colonne et qui sort que de flux de matière qui descend, puisqu'on a une partie de la matière de la colonne qui en sort. Donc forcément, il y en a plus qui monte que de matière qui descend. Ça veut dire qu'à aucun moment, on ne se trouvera dans un quelconque endroit de la colonne en équilibre d'un point de vue thermodynamique. On n'a pas d'équilibre thermodynamique dans la colonne lorsqu'on l'a mise en production. Or, si vous vous souvenez bien de tout ce qu'on a fait avant, tous les diagrammes qu'on a construits, toute l'exploitation qu'on a faite du phénomène de distillation dans les vidéos précédentes, tout cela était basé sur le fait qu'on avait un équilibre thermodynamique entre la phase liquide et la phase vapeur. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut tout jeter à la poubelle? Eh bien, heureusement, non. Il y a moyen d'utiliser ce que l'on a déjà construit pour, en rajoutant quelques hypothèses, on va dire, raisonnables et plus ou moins réalistes, obtenir de nouveaux outils qui vont permettre de caractériser ce qui se passe dans la colonne quand elle est en production. Donc il y a essentiellement deux grands modèles qui existent, qu'on utilise pour ce type de choses. C'est le modèle de Maccabée et Thiele, qui est celui dont on va parler juste après. Et il y a également un autre modèle qui est un petit peu plus performant, un petit peu plus proche de la réalité, qui est le modèle de Ponchon et Savary, dont je ne parlerai pas ici, mais qui est un outil qui est également utile pour caractériser le fonctionnement d'une colonne de distillation lorsqu'elle est en production. Alors, je ne rentrerai pas en détail dans la description de ces deux modèles, on ne va pas faire d'équation de comment ça fonctionne, quelles sont exactement les hypothèses qui se trouvent derrière, leur domaine de validité, tout ça. Évidemment, je ne vous empêche absolument pas de creuser tout cela plus en profondeur par vous-même. Par contre, ce que je vous propose ici, en fait, c'est de vous expliquer graphiquement, de manière qualitative, en quoi consiste le modèle de Maccabée et Thiele, en particulier parce que celui-ci permet de comprendre d'une certaine façon comment optimiser le fonctionnement d'une colonne de distillation lorsqu'elle est en production, et notamment les colonnes de distillation que vous allez utiliser en séance de travaux pratiques l'année prochaine. Alors, la première étape pour pouvoir appliquer la méthode de Maccabée et Thiele, c'est de convertir le diagramme binaire tel qu'on l'a déjà utilisé par le passé en un diagramme binaire dans lequel on va représenter non plus les titres massiques de la phase vapeur et de la phase liquide en fonction de la température, mais on va représenter ici la composition de la phase vapeur en fonction de la composition de la phase liquide. Alors, le principe est le suivant. Donc, on a ici placé sur le diagramme que j'ai représenté en grand, donc en abscisse, la composition de la phase liquide, donc la fraction massique en composé volatile. Ensuite, en ordonnée, j'ai mis la fraction du même composé, mais en phase gazeuse. Ce que l'on va faire à présent, c'est que l'on va créer sur ce diagramme une courbe qui correspond au diagramme binaire du mélange, donc qui est celui que je vous ai représenté là-bas à droite. Donc, imaginons qu'on choisisse une température, ici. Eh bien, on voit qu'à cette température correspondent une composition donnée pour la phase liquide et une autre composition pour la phase gazeuse. Donc, ça veut dire qu'à cette composition liquide-là correspond cette composition gazeuse ici. Alors, ici, vous voyez tout de suite que le titre massique de la phase gazeuse est plus grand que le titre massique de la phase liquide, ce qui veut dire que pour une valeur donnée du titre massique de la phase liquide, eh bien, le titre de la phase gazeuse correspondante sera au-dessus de la diagonale que j'ai représentée en blanc sur le grand diagramme. Donc ça veut dire que si on choisit ce XL qu'on a là, donc là on est à peu près par ici, eh bien le point qui caractérise la composition de la phase gaz pour cette composition de la phase liquide se trouvera ici sur le diagramme. Alors, on fait ça de proche en proche pour toutes les compositions. Autrement dit, on va de 0 à 1 pour la phase liquide, et donc automatiquement derrière, on va aller de 0 à 1 pour la phase gazeuse. Et en faisant ça, eh bien, on se retrouve avec une courbe qui a cette forme. Et qui permet donc pour chaque composition de la phase liquide de connaître la composition de la phase gazeuse. Alors, sur des schémas, en fait, on va positionner ce qu'on appelle une droite de fonctionnement. Et c'est cette droite de fonctionnement en fait qui va avoir de l'importance dans la façon dont la colonne va se comporter lorsqu'on l'aura mise en production.
Donc il y a sur une droite deux paramètres, il y a l'ordonnée à l'origine et il y a la pente. Donc ici, la droite de fonctionnement, ces deux paramètres sont gouvernés par les paramètres opératoires de la distillation. Donc dans un premier temps, la pente. La pente dépend du débit de distillat prélevé. Si le débit de distillat augmente, alors la courbe se rapproche de l'horizontale. Si le débit de distillat prélevé diminue, alors on se rapproche de la diagonale. Donc on a deux cas limites. C'est le cas où on est sur la diagonale, là on est à débit nul. Donc quand je mets débit, c'est le débit de distillat prélevé. Donc souvenez-vous, il y en a une partie qui part au reflux et il y en a une partie qui est collectée. Ici, on parle bien du débit de distillat qui est collecté. Donc si le débit de distillat collecté est nul, alors on va se rapprocher fortement de la diagonale. Et si le débit de distillat est élevé, alors on s'éloigne et on se rapproche de l'horizontale. Ensuite, on a l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, en fait, dans ce type de distillation, donc là on est toujours sur une distillation batch comme celle du pilote 14 qu'on a décrit dans la dernière vidéo. Dans ce cas-là, en fait, l'ordonnée à l'origine, elle est gouvernée par la composition du bouilleur. C'est-à-dire que le point de jonction entre la droite de fonctionnement et la courbe qu'on a dessinée en rouge tout à l'heure, qui correspond donc à la description de la phase gaz en fonction de la phase liquide, en fait ce point-là, forcément, il doit être en dessous de la composition de la phase gaz qui se trouve dans le bouilleur, donc juste au-dessus du bouilleur. C'est-à-dire que dans le cas qui est là, typiquement, ça va correspondre à une composition, alors je vais préciser, c'est le liquide qui se trouve dans le bouilleur. Voilà, donc le point sur la courbe rouge qui caractérise donc la phase vapeur qui se trouve juste au-dessus du bouilleur doit être au-dessus, ici, ce point-là doit être au-dessus du point de jonction entre la courbe rouge et la droite de fonctionnement. Alors, à partir de là, on va prendre une horizontale, une verticale, une horizontale, une verticale, etc. jusqu'à ce qu'on puisse plus être sur la droite de fonctionnement. Et donc, ce qu'on a là, eh bien, c'est ce qu'on va récupérer au niveau du condenseur tout en haut de la colonne. Donc, ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut obtenir ici comme richesse de condensat en haut de la colonne. Alors, vous voyez que, par exemple, une façon d'améliorer ce que l'on va sortir de la colonne, eh bien, ça va être de redresser la pente de la droite jaune, autrement dit, de diminuer la quantité de distillat qui va être collecté. Et c'est là où je vous disais qu'il y avait des clés pour comprendre comment piloter de manière optimale la distillation, notamment le fameux pilote 14, on reviendra sur les autres pilotes plus tard. Donc typiquement, vous, dans le cas du TP du pilote 14, vous avez un cahier des charges à respecter, notamment en termes de qualité du distillat sortant. Donc ici, ça va être à vous, en fait, d'ajuster la droite de fonctionnement de façon à répondre à ce cahier des charges. Donc dans un premier temps, la composition du bouilleur est fournie, donc là, ça, vous ne pouvez pas y toucher, vous faites avec. Par contre, vous voyez que si le distillat qui sort n'est pas suffisamment riche, eh bien, il va vous suffire de redresser la droite de fonctionnement pour donc permettre à ce point de sortie, donc ici, de remonter sur la courbe rouge et donc d'aboutir sur une composition qui est plus riche en composés volatiles que ce que vous auriez sinon. Alors évidemment, si vous diminuez le débit de collecte, eh bien vous produisez moins, donc vous avez une meilleure qualité de produit, mais vous diminuez le débit de production. Donc c'est à vous de trouver le bon compromis pour remplir les objectifs que vous étiez fixés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ensuite, lorsque la distillation suit son cours, eh bien forcément le bouilleur, lui, va s'appauvrir en composés volatiles. Autrement dit, son point de fonctionnement qui initialement était ici, eh bien va se déplacer progressivement sur la gauche. Ce qui veut dire que la droite de fonctionnement également va se décaler avec la composition du bouilleur. Et donc forcément, pour une même pente de droite de fonctionnement, comme la composition du bouilleur se décale vers la gauche, eh bien le point de sortie de votre colonne se décalera également vers la gauche, ce qui veut dire que votre distillat sera moins riche en composés volatiles que ce que vous souhaiteriez obtenir. Donc, plus la distillation avance, et plus vous avez intérêt à augmenter le taux de reflux, à diminuer donc le débit de collecte de distillat, de façon à redresser la pente de la droite de fonctionnement en même temps que le bouilleur s'appauvrit en composés volatiles.
Donc vous voyez arriver ici quelque chose qui est qu'en fait cette correction qu'on applique petit à petit sur la droite de fonctionnement pour essayer de maintenir le distillat collecté dans le cahier des charges, eh bien elles vont avoir ses limites et il va arriver un moment en général où on n'arrivera plus à corriger suffisamment le fonctionnement de la colonne de distillation pour rester dans ce cahier des charges. Donc dans ce cas-là, eh bien c'est le moment où on passe sur le prélèvement de la queue de distillation comme on l'avait vu dans le cas du pilote 14, le moment où on va en fait se décider de ne plus collecter le distillat parce qu'il n'est plus en mesure de répondre au cahier des charges qu'on avait fixé initialement. Alors dans le cas présent, on a regardé une colonne qui fonctionnait en mode batch, autrement dit avec une charge de mélange à distiller qui était distillée puis ensuite la colonne était vidée. Donc dans ce cas-là, on a uniquement une droite de fonctionnement, celle que j'ai représentée ici et qu'on appelle donc la droite également d'enrichissement. Dans le cas où on a une colonne de distillation continue, cette fois-ci, eh bien on aura deux droites de fonctionnement. Et on aura toujours la droite d'enrichissement, mais on aura également une droite d'appauvrissement qui caractérisera en fait le bas de la colonne. Donc je vous propose de ne pas traiter ce cas-là aujourd'hui. On le fera dans le cadre d'un exercice qui portera notamment sur le pilote 15 de la salle de TP, donc qui est un pilote de distillation continue. On verra à l'occasion de cet exercice comment la colonne fonctionne. Donc je vous présenterai ces deux fameuses droites de fonctionnement, donc d'enrichissement et d'appauvrissement dans le cas de la distillation continue. Et puis on regardera comment on s'y prend pour calculer les bilans de matière sur cette colonne et notamment fixer les différents débits d'entrée et de sortie de la colonne. Voilà, donc cette colonne de distillation continue, eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo qui devrait normalement sortir après les vacances. Ciao!